Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 19h sur Al-Oula. Voici les titres du journal. Le nouveau modèle de développement porte l'ambition de l'accroissement de la richesse nationale. Les indicateurs cibles à l'horizon 2035 permettent d'évaluer l'impact des mesures contenues dans le rapport général du modèle de développement sur la vie des citoyens. Éclairage en début de journée. Et puis, l'élément humain est placé au centre des priorités du nouveau modèle de développement. L'accès à une éducation de base et à l'enseignement supérieur sont hissés en première ligne dans le nouveau rapport. Il s'agit d'assurer une éducation de qualité pour tous. Et puis en sport football, on connaît la liste des 26 joueurs convoqués par le sélectionneur national pour les 2 prochains matchs amicaux des Lions de l'Atlas à Rabat. Ça sera le 8 juin face au Ghana et le 12 du même mois face au Burkina Faso. Le nouveau modèle de développement porte l'ambition de l'accroissement de la richesse nationale. Les indicateurs cibles à l'horizon 2035 permettent d'évaluer l'impact des mesures contenues dans le rapport général du modèle de développement sur la vie des citoyens. Éclairage avec Mohamed Aïtlachka. Le nouveau modèle de développement se déclinera sur le terrain en des actions et en un ensemble de chantiers avec des objectifs palpables, jusqu'à plus 6% du PIB en moyenne à partir de 2025, jusqu'à plus 7% du PIB à partir de 2030. Et à l'horizon 2035, donc dans moins de 14 ans, le PIB visé par habitant devrait atteindre les $16 000 US. Les investissements privés devraient représenter 65% de l'investissement total, soit presque les 2/3, avec 12 000 entreprises exportatrices, le double par rapport à 2020. 3 000 entreprises à croissance rapide, 3 fois plus qu'aujourd'hui. 300 sociétés cotées en bourse, pour 76 seulement aujourd'hui. Et un bon millier de brevets déposés annuellement. Le nouveau modèle de développement étant centré sur l'élément humain et la formation des compétences. Des projections avec des objectifs bien définis impriment cette orientation. À l'horizon 2035, 90% des élèves achèvent leur scolarité obligatoire et obtiennent un diplôme d'enseignement général ou professionnel. Et au moins 75% des élèves de 15 ans atteignent le niveau minimum de compétences en mathématiques et en sciences. Et dès 2025, c'est-à-dire dans moins de 4 ans, 100% de la population marocaine sera couverte par les soins de santé de base, avec au moins 4,5 médecins pour 1000 habitants. Le nouveau modèle de développement, c'est aussi 0 filles de moins de 15 ans qui travaillent, 0 filles de moins de 15 ans qui ne vont pas à l'école et 0 mariage de mineurs, avec un taux d'activité des femmes de 45%. Les femmes qui accéderont plus facilement par décret au poste d'emploi supérieur où elles représenteront 35%. Quant à l'informel, il s'amenuisera considérablement, moins de 20% dans l'emploi total. Sachez enfin que l'implémentation de cette feuille de route nécessite bien évidemment des financements publics, plus 4% du PIB chaque année en phase de démarrage, c'est-à-dire entre 2022 et 2025, et puis plus 10% du PIB en rythme de croisière à l'horizon 2030. Choix stratégique majeur du renforcement du capital humain, l'éducation, elle occupe une place particulière dans le nouveau modèle de développement. L'accès à une éducation de qualité est tissé en priorité première dans le nouveau rapport. La Commission aspire à réaliser un bond à tous les niveaux de l'enseignement. Mariam El Messi. Sur ces bancs se trace l'avenir des femmes et hommes de demain. L'école, ce socle de tout projet de société, est au cœur des ambitions du nouveau modèle de développement. Une école toutefois en proie à certaines fragilités. Apprentissage défaillant, taux élevé d'abandon scolaire et inégalité spatiale. Passer d'un système scolaire en difficulté à un bon élève, voici ce que préconise la Commission. Une thérapie de choc
Concrètement, cela passerait par la mise en place d'une formation continue de qualité aux enseignants. Leur avancement de carrière serait exclusivement tributaire de l'évaluation de leur performance. À son tour, l'élève se place en élément central de la refonte. Le modèle de développement propose de lui offrir un préscolaire de qualité. Son niveau d'apprentissage devrait faire l'objet d'évaluations indépendantes, avec en prime une remédiation aux défaillances d'apprentissage dès qu'elles apparaissent. Un élève auquel il faudrait inculquer certaines bonnes valeurs, comme l'appartenance à la communauté nationale, à notre histoire et notre héritage spirituel, ouvert et tolérant. Dans ces orientations, le modèle de développement n'exclut pas la rénovation des méthodes pédagogiques. Des programmes désormais orientés recherche, action et expérimentation. Des contenus à prodiguer au sein d'établissements scolaires autonomes, dirigés par de vrais managers. Renaissance éducative marocaine, ce projet de développement phare aspire donc à apporter du concret. Pour chaque élève, un parcours et un profil de sortie, et un professorat d'excellence, avec un parcours de carrière plus attractif. Une feuille de route pour le Maroc de demain. Nous avons suivi une première ventilation il y a quelques instants. Chiffre de cette feuille de route. Alors, pour y voir plus clair, nous avons avec nous en direct par Internet l'économiste et professeur universitaire Zakaria Ferranou. Monsieur Ferranou, bonsoir. Alors, le rapport définit des indicateurs cibles à l'horizon 2035. Prenons par exemple celui du PIB visé, plus de 6% dès 2025, plus de 7% à partir de 2030. Alors, que signifient ces projections du PIB ? Très bien. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et je réitère que l'ensemble des Marocains attendaient ce rapport sur le modèle développement qui vraiment va tracer pour les 15 ans qui vont venir le devenir de l'économie marocaine. Et donc, on sait tous que normalement le Maroc, après 2010, donc la dernière décennie, nous avons vu que notre modèle économique il commençait à s'essouffler en quelque sorte et nous avons commencé à rentrer en berne en matière de croissance. Et donc là, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu le protège, il a lancé ce chantier, ce grand chantier de développement d'un modèle économique et d'un modèle de croissance et d'un nouveau modèle de développement pour pouvoir entériner l'avenir du Maroc et pouvoir inscrire l'ensemble des Marocains dans les perspectives futures d'un pays très développé, très prospère. Et donc là, je reviens un peu sur l'ossature un peu du rapport sur le modèle développement et je réitère également que nous sommes en train de le lire et de l'évaluer en tant que chercheurs et on essaie un peu de pouvoir déceler l'ensemble des éléments qui sont dans tous les rapports, parce qu'il n'y a pas uniquement que le rapport global, il y a aussi les rapports annexes qui sont vraiment très intéressants et qui relatent l'ensemble des informations, que ce soit économiques, sociales et aussi sur le plan éducationnel, etc., etc. Et donc là, je reviens sur le chiffre de la croissance. Donc nous avons vu que le modèle de développement, il table sur un PIB par habitant calculé en dollars international qui va doubler de 7 000 à peu près aux alentours de 7 000 $ vers les 16 000 $. Et donc là, c'est vraiment une relancée de l'économie marocaine pour pouvoir rentrer finalement dans la voie des pays émergents. Et donc là, la condition sine qua non pour arriver à ce résultat, c'est vraiment d'arriver à un taux de croissance qui dépasse les 6% pendant la première partie de ce modèle de développement et après aller vers la croissance à 2 chiffres qui manque au Maroc et qui va lui permettre de rentrer vers ces pays émergents. Alors, professeur, il y a aussi ces chiffres sur les investissements privés qui représentent 65% de l'investissement total, c'est-à-dire ? Très bien, c'est-à-dire que si on regarde un peu le rapport du modèle de développement, on va voir que pour arriver à cette croissance de plus de 6% et qui peut atteindre même les 10% jusqu'à 2035, on va voir qu'on va tabler plus sur le secteur privé parce que parmi les conditions sine qua non de la réussite de ce modèle de développement, c'est qu'il faut rentrer premièrement dans une compétitivité accrue et cette compétitivité va toucher les facteurs de production, surtout les coûts de production et aussi
aussi la logistique. Et dans ce sens-là, donc pour pouvoir donner ces élans au secteur privé, il faut tabler sur ces éléments-là qui sont la réduction des coûts de production. Il y a également la sortie du secteur agricole de son régime un peu classique vers un régime industriel et vers un régime qui va assurer l'autonomie de la production agricole pour le Maroc et aussi l'autonomie de consommation agricole. Il y a également, pour ce qui peut expliquer pourquoi on va partir vers cette dominance du secteur privé, il y a aussi la logique de compétitivité qui va accroître et qui va résoudre en quelque sorte le problème structurel de la balance commerciale et qui va permettre aux entreprises marocaines de rentrer de façon plus forte dans les marchés internationaux. Autre chiffre. Il y a aussi d'autres éléments. Bon, il y a voilà. Oui. Nous avons d'autres chiffres, professeur Ferrano. Alors, 12 000 entreprises exportatrices, 3 000 entreprises à croissance rapide et je continue, 300 sociétés cotées en bourse. Votre commentaire? Oui, très bien. Bon, je commence rapidement par le marché boursier parce que nous savons que jusqu'à maintenant le marché boursier, sa contribution, il est resté marginal dans le financement de l'économie et totalement c'était le secteur bancaire et le secteur d'intermédiation qui étaient dans la dominance du financement de l'économie. Et aujourd'hui, donc si on rentre dans cette logique de compétitivité, cette logique de donner à l'entrepreneuriat qui a été vraiment soulignée de façon accrue dans le rapport, et si on donne les différents germes de réussite à l'entrepreneuriat, donc finalement, on va attirer le capital privé à partir du secteur boursier ou du marché boursier. Dans ce sens, je pense que tabler d'ici 15 ans ou 14 ans sur 300 entreprises, ça restera réalisable par rapport aux perspectives de croissance qui sont établies dans le modèle de développement. Parce que nous parlons de 6% de croissance à partir de 2022. Et donc, cela suppose qu'il y a un engagement de la part, que ce soit de la PME ou de la grande entreprise et même des très petites entreprises, de rentrer dans la dynamique de compétitivité de l'économie marocaine. Et donc cela va se traduire par vraiment ouvrir cette branche de financement boursier. Il y a également cette perspective ou cette prévision que je vois normale et logique en matière de 12 000 entreprises exportatrices qui se justifie par le fait que le Maroc, il veut tabler sur des secteurs comme le numérique, comme la transformation digitale et aussi sur les questions d'énergie renouvelable. Parce que nous savons qu'il y a aussi un chiffre qui est très important, c'est qu'on essaiera de passer de 11% en matière de production d'énergie renouvelable à 44%, ce qui va donner plus d'élan aux entreprises qui travaillent dans des secteurs pareils, des secteurs qui sont innovants. Encore un chiffre à commenter, professeur. Il s'agit plutôt d'un taux pour les financements publics de cette feuille de route. Je lis plus de 4% du PIB entre 2022 et 2025 et 10% du PIB à l'horizon 2030. Très bien. Donc là, vous mettez un peu le curseur sur l'élément le plus important de ce modèle de développement, c'est qui est le financement. Et donc là, on voit que la commission du modèle de développement n'a pas laissé les Marocains sur leur soif. Elle a parlé d'un peu des sources de financement. Entre autres, ces sources de financement, il y a ce qu'on appelle le financement public sur lequel on table 4% du PIB pour pouvoir réaliser tous les objectifs de ce qu'on appelle le modèle de développement. Et donc là, bon, il y a les 4% du PIB, ils vont venir d'où? Ils vont venir simplement un peu de la restructuration du système fiscal marocain parce qu'on va essayer un peu d'élargir et d'approfondir l'assiette fiscale. Il y a également la capacité du Maroc à aller sur le marché international et qui va lui permettre de gagner sur sa bonne notation, qui est une notation stable au niveau international. Il va lui permettre d'avoir ce financement. Il y a également à partir de 2025, on va partir dans une logique de 10% du PIB pour financer un peu ce qu'a appelé la commission du modèle de développement, la vitesse de croisière. Et donc là, il faudra aussi faire appel à ce qu'on appelle le partenariat public-privé, ça veut dire le secteur privé dans le financement. Et également, il y a ce problème de rationalisation des dépenses qui va aboutir à un certain financement très optimal pour ce modèle de développement. Merci pour cet éclairage, professeur Zakaria Ferrano. Je rappelle que vous êtes professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Mohamed V, Rabat, Agdel. Depuis son installation en novembre 2019, la commission spéciale pour le modèle de développement a enchaîné les rencontres, les audiences et les visites de terrain
à l'échelle du Royaume pour recueillir les différents avis et propositions des Marocains en vue de dégager des pistes de réflexion vers un développement qui profite à tous, une approche participative qui a constitué le fer de lance du travail de la Commission. Zakaria Belkas et Iman Ablo. Auditions, séances d'écoute, ateliers de travail et visites de terrain dans les différentes villes et régions du pays, au plus près des préoccupations des citoyens. La commission spéciale pour le nouveau modèle de développement a mené un travail de proximité par excellence. Pari relevé et réussi. Le débat a porté ses fruits. Il a porté aussi la voix de tous les Marocains. Nous avons effectué plusieurs visites de terrain partout au Maroc. Nous avons écouté les doléances et les besoins tels qu'ils ont été exprimés par les citoyens des villes et des villages. La santé, l'éducation, l'emploi, les priorités et les attentes sont multiples. Et le processus de consultation s'adressait à toutes les forces vives de la nation. Partis politiques, syndicats, instances constitutionnelles, société civile, tous ont livré leur vision pour un Maroc prospère, le Maroc de demain. Le modèle de développement sur lequel nous nous sommes penchés se devait de trouver des issues aux maux qui freinent le processus de développement du pays pour pouvoir concrétiser les grands choix et orientations stratégiques. En temps de pandémie, le dialogue et les consultations se sont poursuivis sur les plateformes digitales. Covid-19 a été l'invité surprise du modèle de développement, mais il a servi de leçon à retenir pour l'avenir. La crise sanitaire s'est présentée à nous comme un examen qu'il fallait réussir et qui nous poussait à sortir plus fort de cette épreuve. La pandémie a montré de manière éclatante les véritables priorités du développement. Autre pari réussi, celui de l'approche participative et inclusive adoptée par la Commission. Un gage du succès du nouveau modèle, créateur de richesses durables pour tous les Marocains. Crise Maroc-Espagne à présent, le chef du gouvernement a présidé une réunion avec les secrétaires généraux et présidents des partis politiques représentés au Parlement. Réunion qui a été d'abord marquée par la présentation par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger des derniers développements de la crise suscitée par l'Espagne suite à l'accueil par le gouvernement espagnol en catimini et sous de faux documents d'un individu impliqué dans des crimes contre l'humanité. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Cette affaire dite du chef de la milice du Polisario a d'ailleurs été soulevée ce matin en conseil de gouvernement lors de sa réunion hebdomadaire présidée par le chef du gouvernement, Saad Eddine El-Othmani. الواردة في هذا التقرير وأن تضع الرؤية التي تقترح أن يكون هذه الرؤية. Et au sujet de cette crise maroco-espagnole toujours, l'ambassadeur du Maroc à Madrid, Madame Karima Bniaish, a déploré aujourd'hui, et je cite, les faits erronés présentés et les propos inappropriés tenus par la ministre espagnole des Affaires étrangères, qui a fait récemment des déclarations à la presse et au Parlement, ajoutant, et je la cite à nouveau, on ne peut que regretter le caractère lamentable, l'agitation et la nervosité qui accompagnent ces propos. Dans une déclaration à la presse, la diplomate marocaine a aussi relevé que la crise actuelle a dévoilé les véritables arrière-pensées et desseins de certains milieux en Espagne qui persistent à vouloir nuire aux intérêts supérieurs du Maroc, du Royaume, depuis la récupération du Sahara marocain en 1975. On est donc en droit de s'interroger si ces dernières déclarations sont une bourde personnelle de Madame la ministre ou si elles reflètent les véritables velléités de certains milieux espagnols contre l'intégrité territoriale du Royaume, cause sacrée du peuple marocain et de toutes les forces vives de la nation. Fin de citation. Madame Bniaish a ensuite expliqué que le respect mutuel et la confiance entre les deux pays, auxquels a fait référence le président du gouvernement espagnol, sont malheureusement remis en cause aujourd'hui. Le Maroc en prend acte et agira en conséquence, a-t-elle conclu.
Et à Madrid, cette réaction de l'ancien président du gouvernement espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero, il a affirmé que la relation avec le Maroc est fondamentale pour la sécurité et la stabilité de l'Espagne, tout en soulignant la pertinence du plan d'autonomie pour le règlement du conflit artificiel autour du Sahara. Dans un entretien à la télévision Canal Sur, diffusé hier, M. Zapatero a appelé à renouveler la confiance dans les relations entre les deux pays suite à la crise déclenchée sur fond de la décision des autorités espagnoles d'accueillir en catimini et sous une fausse identité, le chef des séparatistes, le dénommé Brahim Ghali. Nous devrons retrouver la confiance qui constitue un élément essentiel dans les relations extérieures, a-t-il insisté. La Chambre des représentants adopte à la majorité le projet de loi relatif à l'usage licite du cannabis. Le projet de loi a été adopté hier par 119 voix pour et 48 contre. Le projet de loi vise l'amélioration du revenu des agriculteurs et la création d'opportunités d'emploi prometteuses et fixes. Le projet de loi préconise le regroupement des agriculteurs sous forme de coopératives qui seront en charge de signer les contrats avec les industriels et de veiller à la préservation des droits des agriculteurs. Direction Varsovie à présent, des sénateurs et des députés polonais saluent la dynamique des relations avec le Maroc lors d'une rencontre hier soir avec l'ambassadeur du Maroc à Varsovie, Abdrahim Atmoun. Les deux parties se sont félicitées de l'excellence des relations bilatérales et des perspectives qu'elle offre à la faveur de l'intérêt grandissant que nourrissent les entreprises et opérateurs économiques polonais pour l'investissement au Maroc, notamment dans les provinces du Sud. Nissim Hamdaoui. Dans le tour de table, des sénateurs et des députés polonais, membres du groupe d'amitié Pologne-Maroc, réunis à l'invitation de l'ambassadeur du Maroc à Varsovie. Au cœur de leur entretien, la situation économique dans les deux pays, l'état des lieux de la crise sanitaire, l'évolution de la vaccination dans les deux pays, ainsi que les relations bilatérales au beau fixe. Nous sommes en Pologne extrêmement heureux de voir depuis l'arrivée de nouvel ambassadeur en Pologne que ces relations épanouissent. Ils sont de plus en plus forts et nous voyons la nouvelle époque dans des relations entre la Pologne et le Maroc. Nous avons parlé de relations polonais-marocains au sujet économique, politique, d'échange commercial et de la relation de notre pays. Ce sont les relations amitié et je pense que ça reste. À cette occasion, l'ambassadeur du Maroc a exposé à ses hôtes les grandes lignes du nouveau modèle de développement présenté avant-hier mardi à Sa Majesté le roi Mohammed VI. Une vision royale qui promeut notamment l'investissement économique dans le pays. Le royaume offre d'alléchantes perspectives d'affaires, à même d'attirer les opérateurs économiques polonais. Les parlementaires présents m'ont notamment confirmé l'intérêt croissant porté par les entreprises polonaises pour le marché marocain. Et comme vous le savez, nous œuvrons depuis plusieurs mois maintenant pour développer les investissements d'entreprises polonaises dans le royaume et notamment dans les provinces du Sud. Pour la Pologne, le Maroc représente une porte d'entrée vers l'Afrique pour le renforcement de la coopération économique et commerciale au sein du continent. En 2020, les échanges commerciaux entre les deux pays ont dépassé le 1 milliard de dollars. À présent, un coup d'œil sur les principaux indicateurs liés à la lutte contre la Covid-19. Près de 5 113 091 personnes ont reçu les 2 doses du vaccin et plus de 8 301 031 personnes ont reçu la première dose. Pour ce qui est de la situation épidémiologique, 314 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés ces dernières 24 heures pour 147 nouvelles guérisons et 3 décès.
Les cas actifs sont au nombre de 2780, dont 193 cas sévères ou critiques. 5 patients sont sous intubation. On passe au sport football. Maroc-Ghana le 8 juin à Rabat et Maroc-Burkina Faso le 12 du même mois, toujours à Rabat. Ce sont les 2 prochains matchs amicaux des Lions de l'Atlas en préparation des qualifications africaines au Mondial 2022 qui aura lieu au Qatar. Le sélectionneur national Wahid Alilovic a dévoilé aujourd'hui la liste des 26 joueurs. Mohamed Aïtjgar, Mohamed Bentarka. Pour bien se préparer aux qualifications africaines au Mondial 2022 au Qatar, le coach a opté pour des matchs tests avec 2 poids lourds du continent. 2 équipes qui figurent dans le top 10 des sélections africaines, le Ghana et le Burkina Faso. Un premier coup d'œil sur la liste des joueurs convoqués révèle un changement presque radical au niveau de la composition de l'équipe nationale. Ce groupe, il a changé 90%. Je sais, tout le monde est en passion. Moi aussi, surtout vous. Mais moi, je sais ce que je veux. 4 gardiens de but, dont le grand Yacine Bono du FC Séville, 4 défenseurs, tous des joueurs internationaux, 4 arrières latéraux, dont l'international Achraf Hakimi, 6 milieux de terrain et 7 attaquants, dont Hakim Ziyech de Chelsea et Mounir Haddadi, ainsi que Youssef Nsairi de FC Séville. J'ai choisi Hakimi, j'ai choisi le petit Ayoub et Maïe pour cette fois. Surtout, je suis plus préoccupé sur le côté un petit peu gauche, arrière gauche, un petit peu arrivé de Massina. C'est une grosse, comment ça s'appelle, force pour nous. Le premier match test est programmé pour le 8 juin prochain face au Ghana. Quant à la deuxième rencontre amicale, ce sera le 12 juin face au Burkina Faso. Eh bien voilà, c'est avec la page sport que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient à 21h. Excellente soirée.